7h18, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va s'intéresser aux crimes perpétrés par le Hamas, notamment à l'encontre des femmes. Le Hamas a tué des centaines de femmes en Israël. Yael Meloul, vous êtes de l'association Parole de femmes. À la fois, elles ont été massacrées, elles ont été violées, elles ont été martyrisées. Et dans la façon d'exhiber aussi le corps de femmes, il y a quelque chose d'extrêmement nauséabond. On va juste écouter, avant que je vous passe la parole, le témoignage d'une jeune femme qui était présente à la rave party en plein désert, qui a survécu et qui dit, moi, j'avais qu'une envie, c'était plutôt de mourir plutôt que de tomber dans leurs mains. Écoutez-la et je vous passe la parole ensuite. Ils ont vu qu'il y avait des gens à l'intérieur de la caravane. Mon mari parle arabe et il les a entendus dire « Il y a des gens vivants à l'intérieur, venez ici ». À ce moment-là, nous nous disions au revoir. J'ai prié pour mourir, et pour mourir vite, car je savais que je préférais mourir que d'être prise en otage dans la bande de Gaza. Ces 2 dernières semaines, je n'ai pas pu sortir du lit. Je pensais que les choses s'arrangeraient avec le temps, mais ce n'est pas le cas. Je m'inquiète de plus en plus pour mes amis qui se trouvent dans la bande de Gaza, car je sais qu'ils étaient en vie, mais qu'ils sont peut-être morts depuis. Yael Meloul, ce qui frappe, c'est que ce sont des hommes qui ont attaqué des femmes, évidemment. Et parce qu'elles étaient des femmes, et des femmes juives, évidemment. Alors déjà, avant de commencer le propos, je voudrais vous remercier, Laurence, pour votre invitation et pour avoir signé l'appel que nous avons lancé avec Olivia Catan de Parole de Femmes, parce que vous avez répondu à la seconde, à cet appel. Alors que, vous l'aurez constaté, on est confronté à un silence absolument assourdissant des associations féministes en France, alors même que nous avons en face un massacre qui a été commis sur des femmes d'une exceptionnelle barbarie. Il y a un terroriste qui a été entendu par la police israélienne et qui a dit que son objectif, c'était de salir les femmes et de les violer. C'est-à-dire que c'était vraiment dans la matrice, voilà, de ce massacre. Il fallait déshumaniser les femmes. Parce que les femmes, c'est quoi ? C'est l'humanité d'un peuple. Mais c'est pas simplement ça, ces féminicides de masse, ces viols de masse. C'est comme une bombe à fragmentation qu'on envoie sur un peuple. C'est la déshumanisation, c'est la peur. Un autre terroriste l'a dit dans un interrogatoire aussi. Ils veulent semer la terreur. C'est le principe même du terrorisme. Vous dites que les femmes ont été violées au point de fracturer leur bassin. Absolument. Les cadavres ont été violés, les femmes enceintes ont été éventrées, les organes génitaux ont été abîmés. Il y a une femme enceinte qui a été éventrée, son fœtus a été tué. Il y a, vous l'avez dit, il y a des femmes qui ont été violées au point où les os du bassin ont été brisés. Il y a des femmes qui ont été brûlées vives. Il y a des femmes dont le corps ont été exhibés et dont les vidéos ont été envoyées aux familles. Des corps ont été souillés, des corps ont été démembrés. Des viols ont été commis sur des femmes handicapées. Je crois que c'est l'intervention que je fais la plus difficile, la plus douloureuse de toute ma vie. Parce que j'ai vu des vidéos. J'ai entendu des témoignages j'ai entendu le témoignage d'une femme, d'une survivante, d'une rescapée, parce que je crois que c'est ce terme-là qu'on peut employer. Je vais vous le lire, c'est 4 phrases. J'ai été violée. Le Hamas m'a violée devant mon petit ami. L'un d'eux m'a tenu un couteau sous la gorge, l'autre m'a tenu par derrière. Tout le monde formait un cercle criant et riant. Le cauchemar a duré des heures. Il y avait 25 monstres. Et un autre témoin a déclaré à la police israélienne qu'elle avait assisté au viol collectif et au meurtre d'une jeune femme. L'un des violeurs lui a tiré une balle dans la tête. Et à plusieurs lui ont mutilé le corps et lui ont coupé un sein et ont joué avec. Voilà. On est dans l'innommable. Voilà, on a affaire à cette barbarie et à cette spécificité, effectivement, de toucher les jeunes femmes et les femmes. Mais et encore, on n'a pas encore toutes les révélations. On n'est qu'au début, en réalité, des révélations.
malheureusement. Et dans cet appel que de nombreuses personnalités ont signé, je pense à Charlotte Gainsbourg, Isabelle Carré, Marie-Lou Berry, il y a cette volonté de dire oui, ce sont des féminicides, on les a visés parce que juives et parce que femmes. Alors, on a eu effectivement quelques signatures. Il y a Laurence Rossignol aussi qui a signé cet après-midi. Cet appel est lancé à la fois aux organisations féministes pour les sortir de ce silence assourdissant. Qui veut dire quoi d'ailleurs? Il veut dire quoi ce silence? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi? C'est parce que les victimes, elles sont juives? C'est parce que ces victimes, c'est pas des bonnes victimes? C'est parce que ces coupables sont eux-mêmes considérés par ces organisations comme des victimes d'Israël? Qu'elles nous expliquent pourquoi elles se taisent. Et d'autre part, cet appel est également destiné à ce que des ONG comme Amnesty International, l'ONU Femmes, l'ONU caractérisent ces féminicides de masse et ces viols de masse en tant que tels. Et il y a aussi un autre point, Laurence, c'est le silence des médias à ce sujet. L'AFP n'a pas fait une seule dépêche à ce sujet. Pour nourrir nos informations, on est obligé d'aller chercher dans la presse israélienne. Sinon, ici, il n'y a rien. Le silence. Voilà. Il y a le silence. Éric Nolot, c'est accablant. La démonstration d'Yael Meloul est implacable. On vous écoute, je sais pas, il n'y a pas de mots, mais on se dit que le comble de l'horreur, c'est ce qui est arrivé. En fait, non, il y a un raffinement, c'est ce silence des féministes. En fait, ces féministes, là, tout d'un coup, mettent leurs idéaux sous le tapis parce que vous avez posé la question de façon faussement naïve, vous avez donné les réponses en même temps. Ce ne sont pas les bonnes victimes et ce ne sont pas les bons bourreaux. C'est-à-dire qu'on a rompu avec l'universalisme en réalité et que maintenant, eh bien, on ne protestera que si les bourreaux appartiennent au bon camp et que si les victimes appartiennent au bon camp. C'est un recul quand même dans l'humanité qui est absolument terrifiant. Il y a une volonté manifeste d'invisibilisation de ces victimes. Donc c'est la double peine. Ne pas parler de ces viols de masse et de ces féminicides est absolument incompréhensible. C'est minimiser l'horreur qu'elles ont subie, si ce n'est pas parfois le justifier. On est saisi, Naïma M. Fadel, parce que vient de dire Yael Meloul, les femmes exhibées, les femmes otages, on passe aux femmes otages. Il y a une manifestation en ce moment à Tel Aviv de familles d'otages qui réclament leur libération. Elles ont été visées, évidemment, particulièrement par les terroristes. Et souvent, quand on veut humilier un peuple, souvent on s'attaque aux femmes. Et effectivement, ça s'est toujours retrouvé, mais là, c'est ce que vous avez décrit, moi, ça me bouleverse, parce que je sais que l'homme est capable du pire, mais à ce point, je vous avoue que je suis bouleversée, et vous les avez nommées, hein, toutes ces féministes de pacotille, j'allais dire, parce qu'en fait, on sait très bien qu'elles manipulent et qu'elles se mobilisent en fonction de leur idéologie. Et c'est gravissime, parce qu'aujourd'hui, elles ne vous soutiennent pas, et j'espère que peut-être qu'elles vont se réveiller là. Hein. Peut-être, Yael, qu'elles vont se réveiller je les et appelle, dire, effectivement, voilà. après ce que vous décrivez, après tout ce qu'on a pu voir, parce que je crois que les journalistes aussi ont vu beaucoup de choses, eh bien, on va se mobiliser, et effectivement, on va soutenir votre combat. C'est effroyable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, juste, parce que j'ai oublié un détail, si je puis dire. Ils ont fait un tri. C'est-à-dire voilà, c'est-à-dire qu'il y a un témoin qui raconte qu'ils ont gardé une jeune parce qu'elle était belle pour la violer. Oui, ils ont fait, et l'autre, plus âgée, ils l'ont abattue. Voilà. Ils ont fait un tri. Jean-Sébastien Ferjou et peut-être Éric Revel. Ça fait 75 ans qu'on est dans la lutte contre l'antifascisme. On nous a tellement parlé du fascisme qui nous menaçait alors qu'il ne nous menaçait pas, ou en tout cas certainement pas là où on le regardait. On l'a aujourd'hui sous les yeux et là on se tait.
à quoi ont servi ces dernières décennies de déconstruction, ces dernières décennies de progressisme triomphant, nous expliquant que la culture occidentale était absolument monstrueuse, nous expliquant que le patriarcat, bref, voulant tout déconstruire parce qu'il fallait tout casser, parce que nous avions été capables du pire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais de quoi sommes-nous capables aujourd'hui? De quoi sommes-nous capables après ces 6 décennies de déconstruction et de progressisme triomphant qui s'est imposé partout dans les universités, dans les médias? Et la lutte, elle est aujourd'hui. Elle est aujourd'hui parce que je voyais aux États-Unis, mais j'imagine que la situation est similaire, le soutien au Hamas, quand vous posez la question aux étudiants, chez les ingénieurs, les écoles de commerce ou en école de droit, c'est plutôt un soutien, pas à Israël en soi, mais en tout cas une reconnaissance des atrocités. Dans les sciences humaines, c'est un soutien quasi absolu au Hamas. Et ça, c'est vertigineux parce que ce sont nos élites de demain. Éric Revel, rapidement. Évidemment, on est frappé par tous les témoignages que vous venez de lire. Bon, on a vu un certain nombre de vidéos. Moi, je vais vous dire, j'aurais une démarche politique avec ces féministes de pacotille. Je les appellerai pour leur demander si elles veulent signer la pétition. Texte. Oui. Et parce que ça, c'est les mettre au pied du mur. Ça, c'est les mettre au pied du mur. Je ne vais pas citer de noms, mais on les a tous en tête. Les gens qui prennent la défense. Mais moi, je vais donner des noms. C'est nous toutes, c'est Fondation des femmes. Mais oui, voilà, appelez-les et demandez-leur. Et s'ils ne signent pas, il faut le faire savoir. C'est un combat politique aussi. Vous avez absolument raison. Et Sandrine Rousseau aussi. Sandrine Rousseau, elle a eu malgré tout. Elle a signé ? Elle n'a pas signé, on ne lui a pas encore envoyé. Très bien. Ça serait intéressant. Demander, mais moi, c'est aussi l'occasion de leur lancer un appel à ces associations féministes. On leur propose, avec Olivia Catan, de faire un zoom et de leur montrer les vidéos. Voilà. Et puis, dernière chose, parce qu'on en a parlé, il faut le redire, on a ces témoignages vérifiés de journalistes qui appartiennent à des grandes agences. Alors, on va en parler dans un instant, Éric, justement. On fait d'abord le rappel des titres de l'actualité, 18h30, avec Simon Guillain sur Europe 1 et sur CNews. Israël va commencer à faire des pauses quotidiennes dans certaines zones du nord de la bande de Gaza. Des pauses de 4 heures qui seront annoncées 3 heures à l'avance, annonce un porte-parole de la Maison-Blanche. Des pauses effectives dès aujourd'hui, a-t-il ajouté. 183 élèves sont toujours en attente de sanctions après avoir perturbé l'hommage au professeur Dominique Bernard. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, précise que tous les élèves concernés avaient été exclus à titre conservatoire de leur établissement. Tous sont en attente d'un conseil de discipline. Et puis 2 jours après une montée des eaux historiques, les habitants du Pas-de-Calais font face à des pluies diluviennes qui devraient d'ailleurs se poursuivre toute la nuit. Le département a été placé en vigilance rouge jusqu'à demain pour pluie et inondations par Météo France. Gérald Darmanin a annoncé la fermeture des établissements scolaires de 200 communes du Pas-de-Calais-Laurence. Beaucoup, Simon Guillain. Vous l'avez dit, Éric Revel, une enquête a été publiée par une organisation non gouvernementale qui surveille les médias. Et justement, elle accuse des journalistes indépendants, d'agences très connues, AP, Reuters, des médias américains comme le New York Times, d'avoir accompagné les terroristes du Hamas lors des attaques du 7 octobre. Michael Dos Santos est avec nous. Bonsoir. Expliquez-nous ce que dénonce l'enquête. Alors, elle s'interroge surtout sur l'éthique de 6 journalistes indépendants basés à Gaza et de leur lien avec le Hamas. Selon Honest Reporting, tous ont couvert les atrocités du groupe terroriste pour des médias et des agences de presse, vous le disiez, de renommée mondiale. Et les exemples sont nombreux. 2 photojournalistes ont vendu par exemple à Reuters le lynchage d'un soldat israélien par des Palestiniens. Un cliché d'ailleurs publié par l'agence comme image du jour. Un autre journaliste, Mahmoud Ali, a lui pris en photo des membres du Hamas sur une camionnette. Il transporte alors le corps de Shani Louk, une germano-israélienne de 22 ans, participante du festival de musique qui a fait 270 morts au moins. Enfin, certains ont assisté également à des enlèvements, à l'assaut d'un kibboutz ou encore à des attaques contre des chars israéliens. Michael, parmi ces journalistes se trouve un collaborateur, notamment de CNN et de l'agence AP, dont la proximité avec le Hamas pose question. Oui, le 7 octobre dernier, Hassan Eslaya, c'est son nom, se filme devant un char israélien en feu, en toute décontraction. Pas de gilet pare-balles, pas de casque, pas de logo presse. Il porte même une chemise à manches courtes, une situation assez surprenante finalement pour un reporter de guerre. Autre privilège, entre guillemets, pour lui, il sera présent au moment de l'attaque du kibboutz de Kfar Aza. Là encore, il ne semble pas craindre pour sa vie lorsqu'il prend en photo les terroristes lors de leur intrusion ou encore une maison en feu dans ce même kibboutz.
Alors, était-il au courant de ces attaques? Une vieille photo font peser sur lui des soupçons. On le voit tout sourire, bras dessus, bras dessous, et recevant une bise de Yahya Sinwar, l'un des cerveaux du massacre du 7 octobre. Comment ont réagi les médias et les agences de presse qui font appel à ces journalistes, Michael? Alors, hormis le New York Times, qui n'a toujours pas réagi pour le moment, ils ont tous réagi. CNN a annoncé avoir mis fin à ses liens avec Hassan Eslaya. Le média américain a précisé notamment avoir aucun doute sur l'exactitude journalistique de son travail. L'agence AP a nié avoir connaissance des attentats du 7 octobre, tout comme l'agence Reuters. L'agence Reuters qui a tout de même précisé et nié la présence de 2 de ces journalistes aux endroits mentionnés par l'enquête. Les photos publiées auraient été prises 45 minutes après les attaques du Hamas en Israël ou encore 2 heures après les premières roquettes lancées par le groupe terroriste contre Israël et non pas au moment des faits. Merci beaucoup, Michael Dos Santos. C'est extrêmement grave, Eric Revel. Bah oui, c'est ça. C'est très très grave. Alors j'essayais de fouiller dans mes mémoires et de me rappeler dans des moments d'atrocité, sur des conflits, sur des guerres, si on avait assisté à ce genre de scène. Je ne crois pas. Donc si tout cela est vérifié, je vais peser mes mots, mais en fait, on assiste à un nouveau type de journalisme. Alors, il y a des journalistes militants qui soutiennent des causes indéfendables, qui sont des militants, mais là, on a des journalistes terroristes qui accompagnent des barbares pour faire juste une photographie. Et couvrir un événement, ça ne rentre évidemment pas dans ce champ-là. Donc, si tout ça est vérifié, je veux dire, c'est extrêmement grave parce que les agences dont vous parlez, les médias dont vous parlez, ce ne sont pas n'importe quels médias. Des agences mondiales. Hein. Et puis, le New York Times, il a évidemment un biais idéologique très fort. C'est un média très puissant. Je ne parlerai pas de CNN. Donc, tout ça mérite d'être vérifié. Mais si c'est le cas, c'est très, très grave.